Donc, je vais commencer par une très rapide récapitulation de la première partie qui est actuellement finie. Cette première partie, cette chose faite, je souhaite de tout mon cœur que certains d'entre vous parlent, notamment sur les graves doutes, sur les doutes que j'ai exprimés et la sévère autocritique que j'ai faite la semaine dernière. Et puis, il faudra que j'aille au secrétariat pour des histoires d'UV. Et enfin, nous aborderons, donc il faudrait que ce soit assez vite fait tout ça, nous aborderons la seconde partie de notre travail. Vous avez entendu ou pas? Très bien. Très bien, ça va? Bien. Voilà. Je disais pour moi, en tout cas c'est nécessaire pour moi, même si ça n'est pas pour vous, c'est vraiment marquer les points où nous en sommes. Eh bien, je disais, nous avons achevé une première partie, et cette première partie, on pourrait lui donner un titre pour fixer les choses. Elle était centrée sur quelque chose comme trois thèses de Bergson sur le mouvement. Trois thèses bergsoniennes sur le mouvement. Et après tout, dans l'idéal, c'est pas moi qui donnerai des leçons, évidemment, mais dans l'idéal, si je devais donner un titre à l'ensemble de ce qu'on fait cette année, il faudrait appeler ça quelque chose comme leçon bergsonienne sur le cinéma. Alors, ces trois thèses de Bergson sur le mouvement, je voudrais les récapituler en marquant d'une part, au niveau de chacune, le contenu de la thèse, mais aussi, puisque tout ça est lié d'après les règles qu'on s'était données, mais aussi le problème qui en découle pour nous. Pour nous, quant à une réflexion vague sur cinéma et philosophie. Donc je commence très en ordre, ensuite l'ordre c'est... Mais chaque fois j'ai une telle envie d'ordre au début, et puis cette envie, je ne sais pas ce qu'elle devient au fur et à mesure. Mais... Voilà, première thèse. La première thèse de Bergson, c'est la plus connue. C'est celle que tout le monde connaît un peu, quoi. Si je l'exprime, je dirais les coupes immobiles. Les coupes immobiles ne nous donnent pas le mouvement. Elles nous permettent seulement de le reproduire ou de le percevoir dans des conditions artificielles qui sont celles du cinéma. Au niveau de cette thèse, critique bergsonienne du cinéma et du principe même du cinéma quant au mouvement. Donc, des coupes immobiles ne nous donnent pas le mouvement, elles nous permettent uniquement de le percevoir ou de le reproduire, c'est-à-dire de le reproduire dans des conditions parfaitement artificielles, complètement artificielles, qui sont celles du cinéma. Quel est le problème pour nous au niveau de cette thèse qui est la plus connue de Bergson? À savoir l'impossibilité de reconstituer vraiment le mouvement par des coupes immobiles. Le problème pour nous, je le résume, nous l'avons vu, donc je ne reviens pas sur ces points, je donne des résultats. Le problème pour nous, c'est que, de toute évidence, et je ne dis pas que c'est contre Bergson, je dis, bon, là, on parle en notre nom. Et je dis, c'est bien possible tout ça. Pas une objection, pas du tout d'objection. Rien à dire. Mais c'est bien possible tout ça. Ça n'empêche pas qu'on ne peut pas conclure, et je ne dis pas que Bergson le fasse, il nous laisse dans le vide à ce cas-là, il ne peut pas tout faire. On ne peut pas conclure de l'artificialité de la condition à l'artificialité du conditionné. Ce ne serait pas légitime. Ce n'est pas parce que des conditions de production sont artificielles que la production ou le produit est lui-même artificiel. Je ne peux pas logiquement conclure de l'un à l'autre. Si bien qu'on pourrait dire, mais d'accord, les conditions de la production du mouvement par le cinéma sont complètement artificielles.
ça ne veut pas dire que la perception cinématographique du mouvement soit artificielle. Pas du tout. Pas forcément. Bien plus. Ma question est celle-ci. Est-ce qu'en vertu de ces conditions artificielles de la reproduction du mouvement, est-ce qu'en vertu de ces conditions artificielles, le cinéma, au contraire, n'est pas en situation de dégager une perception pure du mouvement, ou ce qui revient au même, je me justifierai après, une perception du mouvement pur. En effet, perception du pur mouvement ou perception pure du mouvement qui ne nous serait pas donnée dans la perception naturelle. Pourquoi? Parce que la perception naturelle implique fondamentalement une perception impure du mouvement, c'est-à-dire une perception mixte. Je dirais que ce premier problème, pour nous, correspondant à la première thèse bergsonienne, est le problème de la perception du mouvement au cinéma. En quoi la perception du mouvement au cinéma se distingue-t-elle en nature de la perception dite naturelle? Voilà, première thèse et premier problème. Deuxième thèse bergsonienne. Ce serait celle-ci. On pourrait l'énoncer ainsi. Elle tient compte de la première, elle s'enchaîne avec la première. Elle consisterait à nous dire, encore y a-t-il deux manières de reproduire le mouvement. Il y a deux manières de reproduire le mouvement. La première thèse ne les distinguait pas. Deuxième thèse, encore y a-t-il deux manières de reproduire le mouvement, avec des coupes immobiles. Première manière, on le reproduit en fonction d'instants privilégiés, c'est-à-dire en fonction de formes en train de s'incarner, en fonction de formes saisies dans le mouvement de leur incarnation, de leur actualisation. Donc, première manière de reproduire le mouvement, c'est le cas des coupes qui renvoient à des instants privilégiés, c'est-à-dire à des formes en voie d'actualisation. Deuxième manière de reproduire le mouvement, on le reproduit avec des instantanés, c'est-à-dire des instants non privilégiés, des instants quelconques. Instants quelconques qui se définissent comment? Par leur équidistance. Je ne reviens pas sur tout ça, je résume, je récapitule ce qui m'est nécessaire pour la suite. Bergson nous dit que la première manière, la première reproduction du mouvement est le propre de la science et de la métaphysique antique. Et que la science et la métaphysique antique en tirent l'idée que le temps est second par rapport à l'éternité. La seconde manière, au contraire, définit la science moderne et elle appelle bien plus. Elle aurait pu et elle aurait dû susciter une nouvelle métaphysique. Elle aurait pu et elle aurait dû susciter une nouvelle métaphysique. Celle que Bergson prétend faire. Vous voyez dès lors que c'est très très ambigu, la situation, ambigu étant un compliment ici. C'est vrai qu'au niveau de la première thèse, il y a une critique bergsonienne du cinéma. Et c'est vrai, et il ne revient pas là-dessus. Mais au niveau de la seconde thèse, qui représente un niveau plus profond, c'est infiniment plus complexe. Car la production cinématographique du mouvement se faisant non pas en fonction d'instants privilégiés, mais en fonction d'instants quelconques, c'est-à-dire d'un mécanisme des images, des coupes équidistantes,
Il y a une libération du temps. Le temps est pris comme variable indépendante, ce qui est le fait fondamental de la science moderne. Et à ce moment-là, il y a toutes les chances d'une nouvelle métaphysique. J'en dégage le problème pour nous de cette seconde thèse. C'est que j'ai essayé de le montrer, le cinéma ne peut se définir que comme la reproduction du mouvement seconde manière. Et c'est là la vraie rupture, la véritable nouveauté du cinéma. Tant que vous pouvez avoir des appareils de projection, tant que ces appareils de projection sont fondés sur le premier mode de production du mouvement, c'est-à-dire en fonction d'instants privilégiés, et non pas d'instants quelconques équidistants. Vous avez tout ce que vous voulez, vous n'avez rien, même que vous puissiez appeler pressentiment du cinéma. Vous pouvez avoir des choses qui y ressemblent, oui, mais qui y ressemblent tellement grossièrement. C'est la reproduction seconde manière qui définit exclusivement le cinéma. Le problème pour nous, c'est qu'à ce moment-là, il faut que nous prenions à la lettre l'hypothèse bergsonienne. Non seulement est-ce que le cinéma, à ce moment-là, n'appelle pas une nouvelle métaphysique, mais est-ce que d'une certaine manière, il ne se présente pas de la manière la plus innocente, comme cette nouvelle métaphysique. Si bien qu'il ne faudrait même pas parler de... Et encore une fois, ce n'est pas la médiocrité de la production courante qui est une objection. Ce n'est pas ça ma question. La métaphysique, ça peut être de la bonne métaphysique, et puis ça peut être de la très mauvaise métaphysique. Bon, mais bon ou mauvais, est-ce qu'il n'y a pas indissolublement lié au cinéma l'idée que le cinéma est bien quelque chose de l'ordre d'une nouvelle métaphysique, c'est-à-dire la métaphysique de l'homme moderne, par opposition, par différence avec la métaphysique antique. C'est bien, encore une fois, qu'il ne faudrait pas dire cinéma et métaphysique, il faudrait dire le cinéma en tant que métaphysique, sous quelle forme et quel genre de métaphysique. Je crois que c'est L'Herbier qui proposait un mot comme ça. Il proposait un mot cinémétagraphe au lieu de cinématographe. Il disait à un moment, je crois, il faudrait vérifier, mais je crois que ça m'est resté dans la tête, mais comme oui. Parler du cinémétagraphe. Est-ce qu'il ne voulait pas dire quelque chose comme ça? Le cinéma en tant que métaphysique moderne, qui correspond à quoi? Qui correspond à cette découverte de la science moderne, la reproduction mécanique du mouvement. Reproduction mécanique du mouvement, c'est-à-dire reproduction du mouvement en fonction de l'instant quelconque, en fonction des instants privilégiés, et non plus comme avant. En fonction des instants équidistants, et non plus comme avant, en fonction des formes en train de s'incarner, c'est-à-dire en fonction des instants privilégiés. Ce second problème, je dirais que c'est le problème de la pensée par rapport au cinéma. Alors que le premier problème, c'était le problème de la perception par rapport au cinéma. Troisième thèse bergsonienne. Sur le mouvement. Là, c'est encore un niveau plus complexe, et elle consiste à nous dire, s'il est vrai que les instants sont des coupes immobiles du mouvement, le mouvement dans l'espace, lui, est une coupe mobile de la durée. C'est-à-dire, je n'ai plus à justifier ces équivalences puisqu'on y a passé des heures, c'est-à-dire exprime un changement dans un tout. Si les instants sont des coupes immobiles du mouvement, le mouvement dans l'espace de son côté est une coupe mobile de la durée, c'est-à-dire exprime un changement dans un tout. Le problème correspondant pour nous consiste en quoi? Dans la tentative que nous avons faite de forger ou d'appuyer le concept de perspective temporelle par différence avec la perspective spatiale, et de considérer la perspective temporelle comme propre
à l'image cinéma. Il en est sorti, et ça j'y tiens parce que c'est un de nos acquis qu'on peut toujours remettre en question, mais qu'on avait achevé la dernière fois, il en est sorti une analyse de l'image cinéma distinguant, ou image mouvement pour le moment, distinguant trois niveaux ou trois aspects de cette image. Premier aspect, les objets instantanés présentés par l'image. Ce que Pasolini appelle les synèmes. Par quoi nous avons défini le concept cinématographique de cadrage. Deuxième aspect, le mouvement relatif entre ces objets. Le mouvement relatif et complexe entre ces objets. Par quoi nous avons défini le plan. Le plan temporel. Troisième aspect, le tout, c'est-à-dire l'idée. Auquel le mouvement rapporte les objets, puisque le mouvement exprime un changement dans un tout. Le tout idéal auquel le mouvement relatif rapporte l'ensemble des objets. Ce qui nous a permis de définir au moins un aspect d'un troisième grand concept cinématographique, à savoir le montage. Comment le plan, c'est-à-dire comment le mouvement relatif entre des objets cadrés, va-t-il rapporter ces objets à un tout? Et l'on distinguait des types de montage. Montage dialectique, montage quantitatif, montage intensif, suivant les manières dont le mouvement dans l'espace pouvait exprimer un changement dans le tout. Ces trois aspects de l'image cinéma, les objets, le mouvement entre les objets, le tout auquel le mouvement rapporte les objets, ces trois aspects de l'image étaient perpétuellement en circulation les uns avec les autres. En effet, la durée du tout se subdivisait en sous-durées correspondant aux objets, de même que les objets se réunissaient dans le tout par l'intermédiaire du mouvement, par l'intermédiaire du plan temporel, c'est-à-dire du mouvement relatif. Si bien que je dirais, pour finir ce point, oui, il y a comme un syllogisme cinématographique, avec ces trois termes. Le moyen terme étant effectivement comme le plan, c'est-à-dire le mouvement relatif, la perspective temporelle ou la coupe mobile, le mouvement relatif, qui rapporte les objets au tout et qui divise le tout conformément aux objets. Donc là, se fait par l'intermédiaire du moyen terme, le mouvement relatif, toute une espèce de riche communication. Nous en sommes là, qu'est-ce qui se passe? Je peux dire que nous avons essayé de définir, et il nous a fallu tout ce temps pour essayer de définir ce que nous appelions l'image mouvement, ou l'image cinéma. Définir, enfin oui, ouais. Et en profiter pour définir des concepts de cinéma liés à l'image mouvement. Un point, c'est tout. Je veux dire, on est tellement loin d'en avoir fini avec l'image mouvement que, en quoi elle consiste? De quoi est-elle faite? Comment opère-t-elle? Nous avons bien en gros une définition pour le moment de l'image mouvement, mais rien de plus, rien d'autre.
Je signale que tous les textes sur lesquels je me suis appuyé de Bergson, dans la partie bergsonienne de nos premières analyses, en effet, portaient sur quoi? Avant tout, évolution créatrice, chapitres 1 et 4. Accessoirement, je n'ai pas cité, mais vous trouverez toutes sortes de textes confirmant ces thèmes de l'évolution créatrice, la pensée et le mouvement. Et accessoirement aussi, des textes du livre précédent, l'évolution créatrice, à savoir Matière et mémoire, dans le dernier chapitre de Matière et mémoire et dans les conclusions de Matière et mémoire. Vous remarquez que je n'ai même pas encore abordé ce qui pourtant, ce que j'avais annoncé comme un sujet de notre travail cette année, à savoir, je n'ai pas abordé de front Matière et mémoire. Et en effet, si, pour clore le résumé cette récapitulation, si maintenant nous nous trouvons devant la tâche, eh bien, même si nous gardons l'ensemble des définitions précédentes concernant l'image mouvement, maintenant ce qu'il faut faire, c'est une analyse de l'image mouvement. Du coup, nous avons un abord direct avec matière et mémoire. Si bien que matière et mémoire a beau être avant l'évolution créatrice, il se peut très bien que certaines directions de matière et mémoire, qui ne seront pas reprises par après, aillent plus loin que les livres ultérieurs, que l'évolution créatrice. Si j'essaie de résumer l'ensemble de la thèse de matière et mémoire, en effet, il y a là quelque chose qui, pour l'avenir, puisque on a fini une première partie, je lance donc la seconde partie de notre travail, qui pour l'avenir va être très très important pour nous. Et là, je voudrais presque procéder même par des formules abruptes. Vous ne pouvez pas les remplir encore, sauf ceux qui connaissent déjà Bergson, vous ne pouvez pas les remplir. Mais il faut que les gardiez comme des petits phares, hein, comme des petites lumières, là. Ça prendra forme plus tard. Si j'essayais de résumer vraiment l'ensemble de matière et mémoire, je dirais voilà, imaginez un livre qui nous raconte ceci. C'est une histoire. Il y a deux sortes d'images. Nous appelons les unes images mouvement et nous appelons les autres images souvenir. Ce sont donc deux espèces d'images. D'un certain point de vue, ces deux espèces d'images diffèrent en nature. D'un autre point de vue, on passe d'une espèce à l'autre par degrés insensibles. C'est curieux, mais il faudrait évidemment que ça vous paraisse très très intéressant, parce que ce n'est pas des choses tellement courantes, tout ça. Ah bon, il y aurait... Vous comprenez? Je fais intervenir ça maintenant. Mais c'est pour des raisons précises. Voilà qu'on apprend d'un coup, rien ne nous le laisse prévoir encore, voilà qu'on apprend d'un coup que l'image mouvement qu'on a déjà passé de longues heures à essayer de définir, ce n'est qu'une espèce d'image. Comment elles se distinguent alors les deux espèces d'images? Si j'en reste vraiment à des gros signaux, eh bien, supposez que les images mouvement soient en quelque sorte pelliculaires. Ce sont des surfaces, elles sont en effet, ce sont des plans très spéciaux puisque c'est des plans temporels. Ça on l'a vu, ça c'est acquis, on s'y repère un peu, mais ça ne les empêche pas d'être des surfaces. Les autres images, c'est les images volumes. Ce qui est intéressant, ce n'est pas tellement le mot souvenir, quoi qu'on verra à quel point ça peut être intéressant, puisque c'est directement nous brancher sur la question du temps. Mes perspectives temporelles déjà nous branchaient sur cette question du temps. Les images souvenirs, elles seraient volumineuses, alors que les images mouvements sont superficielles. Sans jugement de valeur, c'est aussi beau, le superficiel, c'est aussi beau que le volumineux. Bon, mais quoi? Ça veut dire quoi? Alors il y aurait deux sortes d'images, donc on n'a pas fini.
C'est pour vous annoncer cette nouvelle, n'est-ce pas? On est loin d'avoir fini, parce qu'on est déjà en train de patauger dans la première espèce d'image, et on apprend déjà qu'il va y en avoir une autre après. Et que sans doute, toute la solution, s'il y a une solution, ça viendra du rapport entre les deux espèces. Mais pour le moment, alors, un pressentiment doit déjà nous pourrir. Ah bon, on a bien montré qu'il y avait une présence des images mouvements au cinéma. Bien plus est venu en nous le soupçon. Est-ce que ce n'est pas le cinéma qui invente les images mouvements? Est-ce que ce n'est pas par lui, en lui, que l'image mouvement se déchaîne? Ou que l'image se découvre image mouvement? Mais alors on peut toujours continuer dans nos pressentiments confus. Oh là là, est-ce qu'il n'y aurait pas aussi au cinéma un autre type d'image? Est-ce qu'il n'y aurait pas des images volumes? Alors, nous laissons de côté la préface de Matière et Mémoire, puisque les préfaces dans les livres de philosophie sont toujours très difficiles, et c'est vrai que la préface est une chose en philosophie, en tout cas qu'il faut lire après et pas avant. Si nous attaquons Matière et Mémoire par le premier chapitre, j'essaie de faire la même chose pour le premier chapitre, c'est-à-dire de le résumer d'une manière très grossière, sans qu'on puisse encore comprendre ce que ça veut dire. Dans le premier chapitre de Matière et Mémoire, je dirais, Bergson s'occupe exclusivement du premier type d'image, l'image mouvement. Ah bon, ça nous convient. Ça nous convient parce que c'est ce qu'il nous faut, nous en sommes là. Donc, je vois qu'on va commencer par le premier chapitre. Et si j'essaie de résumer la thèse générale, Bergson nous dit, et là c'est bien une analyse de l'image mouvement, nous nous donnons encore une fois, nous avons le droit maintenant de nous donner, supposer la définition de l'image mouvement, puisqu'on a passé, on y a passé 3 séances. Quelque chose, 3. Si j'essaie de résumer, cette analyse de l'image mouvement telle qu'elle apparaît au premier chapitre de Matière et Mémoire, c'est extrêmement simple. Et ça fixe déjà des points de terminologie fondamentaux. Bergson nous propose, il ne dit pas exactement ces mots sous cette forme, mais vous verrez, c'est à vous de lire, la chose y est, et tout le premier chapitre porte là-dessus. Il y a 3 espèces, 3 types d'images mouvement. Et ça se divise bien. L'image se divise en 2, image mouvement, image souvenir. On laisse de côté la moitié image souvenir, on ne pourra pas aborder ça avant longtemps. Et l'image mouvement se divise en 3. Et ces images mouvements, Bergson les appelle les unes des images, ou presque, puisqu'il n'emploie pas cette méthode du mot attiré, qui est une méthode de clarté. Les unes sont des images perception. Les autres sont des images action. Les autres sont des images affection. L'image mouvement comprendrait 3 types d'images très distincts. L'image mouvement, on ne s'occupe que d'elle. L'image mouvement comprendrait 3 types d'images très séparées, très distinctes, même si elles sont très liées aussi. Les images perception, les images action, les images affection. Je vous demande de pressentir juste aussi la richesse qu'une telle distinction, si elle se révèle fondée à la suite d'une analyse qui nous reste à faire, les échos déjà que cela a avec l'image mouvement au cinéma. Est-ce qu'en effet l'image mouvement au cinéma ne mêle pas étroitement, suivant un rythme qui est le rythme du cinéma, des images qu'on pourra appeler des images perception, des images qu'on pourra appeler des images action, des images qu'on pourra appeler des images affection? Bon, c'est possible, on verra. Nous en sommes là, ça nous précipite donc dans la seconde partie de notre travail. Si la première partie c'était les thèses sur le mouvement, d'où sortait la définition de l'image mouvement, notre seconde partie, ce sera l'analyse du mouvement. L'analyse de l'image mouvement et les espèces d'image mouvement.
en fonction des 3 séances précédentes et du début de celle-ci, là-dessus, c'est à vous de parler, c'est à vous de dire ce que vous avez, quant au point où on en est, si vous avez des remarques à faire, c'est-à-dire soit des choses qui m'aident, qui peuvent, soit de votre avis sur tout. Quelle heure il est? Très bien. C'est quelque chose pas ce que tu viens de nous dire. Il y a des économies que je ne comprends jamais. On identifie la durée de Bergson à la durée de Proust. À 2 volumes, peut-être que tu vas retrouver Proust, non? Quand même, vous ne comprenez pas très bien l'histoire de l'image. Chez Bergson, ça arrive à futur. Et que chez Proust, ça ne va jamais être à futur. Comme à la fin, ça va être perdu. Hein? Donc il y a un volume chez lui. C'est pas la même sorte d'image. Ouais. Voilà, une chose très bête, on dit un grand cinéaste, je crois que c'est Visconti, qui voulait mettre au cinéma la tête de la chose de Galu. Ça paraît un peu bête, je ne voulais pas en parler, parce que je sais ce que vous pensez. Et là, je commence à comprendre pourquoi on peut parler du cinéma quant à l'archevêque de Galu. À l'opéra. Enfin, c'est pas de mal, ça. Ouais. Attends, pardon, il y a un journaliste qui voulait parler d'abord. Oui. Je voudrais poser une question à propos du dernier cours. Quand tu as abordé pour la première fois, la question du rapport du mouvement, non plus avec une forme, comme dans la tradition philosophique classique, Aristote par exemple, une forme qui informerait une matière, qui s'actualiserait dans cette forme, qui suppose que soit le concept de matière est une matière extérieure, comme par exemple le matériau d'un sculpteur, soit une matière intérieure, au sens par exemple où il y a progression vers une forme divine chez Aristote, mais un autre concept de matière que tu n'avais, à mon avis, presque jamais jusqu'ici dégagé, et qui est justement lié à une chute, puisque le mouvement, à ce moment-là, tombe dans une chute, dans une matière qui est obscure, qui est cryptique, qui est terrifiante, etc., qui est marécageuse ou étouffante, et qu'on trouve dans les films expressionnistes allemands. Bon. Et puis, en même temps qu'il y a cette chute du mouvement ou des intensités dans une intensité égale 0 qui distribue le régime de l'âme sensible ou intensive, en même temps, il y a un autre mouvement que tu as esquissé, qui est le mouvement corrélatif de cette chute, le mouvement de l'élévation vers le divin. Donc, une matière obscure et le divin. Alors, la question qui se pose, c'est, lorsque l'on pense justement ce rapport de la chute et de l'élévation dans la chute dans la vie inorganique, même tu avais dit des choses, est-ce qu'on n'en reste pas dans une image-mouvement, et ce qui reposerait la question de l'image-mouvement au cinéma, dans quelque chose qui ne serait pas tout à fait un régime de mort ou un régime de vie, mais un régime qui ferait en quelque sorte le pont entre les deux et qui serait aussi important que les deux extrêmes, puisque ça fait un régime où rien ne serait tout à fait en mouvement, sauf en mouvement relatif, et où rien ne serait tout à fait ou entièrement arrêté, dans un arrêt absolu, qui serait justement la question du rapport de l'image-mouvement avec un régime de maladie. Autrement dit, un régime où, justement, qui se définirait comme cette espèce d'alternative ou d'oscillation plus qu'hésitation que tu as dit, à savoir chute et élévation. Entre la vie ou la mort, ou la vie et la vie inorganique, vie divine, est-ce qu'il n'y aurait pas, justement lié à l'image-mouvement, ce régime de maladie, s'il est vrai, justement, et là on peut se référer à beaucoup de choses, ou à beaucoup de textes, lorsque Blanchot interroge
le rapport de l'œuvre d'art avec la maladie, s'il est vrai que le régime de la maladie, c'est l'impossibilité de penser, comme le dit Blanchot, l'abîme, l'absolu étranger, l'inconnu, le neutre ou le dehors, autrement dit, c'est-à-dire l'impossibilité, le régime de maladie, comme impossibilité fondamentale de penser la mort en tant que telle, c'est-à-dire l'impossibilité de penser une affirmation de vie qui à la fois ne nierait ni n'affirmerait la mort, mais la penserait. Autrement dit, un régime de maladie qui renouvellerait même, si on pensait ce régime, le concept même, qui reste dans le discours que tu as tenu un concept maladif, le concept même de matière cryptique, obscure, nocturne, dans la mesure où, justement, avec un tel concept de matière, on reste étranger à soi, c'est-à-dire malade, au sens, par exemple, où Nietzsche, dans la généalogie de la morale, disait « Nous restons nécessairement », en tant qu'il définissait, lui, ce régime de maladie, nous restons nécessairement étrangers à nous-mêmes, nous ne pouvons faire autrement que de nous prendre pour autre chose que ce que nous sommes. Chacun est à soi-même le plus lointain. Autrement dit, dans ce régime de maladie, comme même pas médiation, même pas intermédiaire, mais milieu entre deux mouvements, est-ce que justement la question ne se pose pas du rapport de ce régime de maladie avec l'image mouvement? Et un régime de maladie qui poserait, même d'une autre façon, le problème que tu as abordé au début concernant la question du mouvement chez Bergson avec le paradoxe de Zénon. Parce que le paradoxe de Zénon, tu l'as repris de la façon dont Bergson le percevait. Or, le paradoxe de Zénon, c'est plutôt un défi que lançait justement Zénon. Ce n'est pas la question, par exemple, de est-ce qu'il y a du mouvement ou est-ce qu'on prouve le mouvement en marchant, ce qui est très facile. C'est la question non pas du mouvement, mais de l'immobilité dont parlait Zénon. Non pas est-ce que Achille va rejoindre la tortue et d'employer cette petite historiette ou ce petit récit de l'espace divisible, parce que là, tout le monde sait que ça reste au niveau du récit. La question que posait Zénon, qui appartient précisément au régime de la maladie, c'est pas la question de rejoindre ou non quelque chose. Achille rejoint la tortue, la flèche rejoint la cible. C'est la question de l'impossibilité de commencer un mouvement. Autrement dit, la question de l'absence du mouvement. Ou autrement dit, la question de l'immobilité. Autrement dit, la question du régime de maladie. Question, justement, que les philosophes de l'époque classique ont cherché à résoudre, Platon, Aristote, etc., et que seul peut-être, Nietzsche, justement, dans le Zarathustra, a abordé d'une autre façon, a relevé le défi de Zénon et reposant ailleurs et d'une autre façon le régime de maladie, c'est-à-dire lorsque Zarathustra, il y a le bondissement de Zarathustra vis-à-vis de la femme vie, et le bondissement de Zarathustra est un mouvement de bondissement, mais le mouvement il s'arrête, il s'interrompt, il se fige lorsque Zarathustra se voit dans l'œil cyclopéen, dans l'œil terrifiant de la femme vie, et à ce moment-là, il est pétrifié, il entre dans cette pétrification qui insiste sans cesse dans le texte de Nietzsche, lorsqu'il parle de la nuit glacée, de l'instant éternel de pétrification, et à ce moment-là, la vie elle-même, dans le régime de maladie où se trouve Zarathustra, peut poser la question à Zarathustra dans le texte, à savoir, tu ne m'aimes pas, et de loin, autant que tu le dis. Alors moi, j'ai des choses à dire contre lui. Parce que je voulais appeler à une partie l'importance de la turbulence chez vous. Ce qui m'a étonné la dernière fois, c'est l'insistance à parler de la chute. Je dis, ça ne va pas. Deleuze qui parle de la chute, de la mort, du marécage, ce que je raconte d'ailleurs. Donc, et ce que j'ai pas vu, et je vous en avais fait écrire par email, je n'avais pas vu pour dire que même Bergson en parlait. Et il oublie une seule chose, et ça je l'ai noté, c'est mon écrivain préféré, qui est Outramont. Il dit, il faut savoir arracher des beautés littéraires, c'est autre chose, juste dans le sein de la mort, mais ces beautés n'appartiennent pas à la mort.
Et ça, c'est important. Les hommes italiens, il part toujours du régime Mali, il oublie l'autre versant, qui est aussi important. Il y a qui sont des fonds, après c'est tout. Hein. Et, le régime Mali continuel, ça, c'est assommant. C'est tout ce que j'avais dit pour cette partie-là. Hein. Oui, moi je voudrais dire juste comment je réagis à ce que vient de dire Comtesse. Moi, ça me paraît, c'est parfait, ça me contente très profondément parce que c'est le type même des prolongements dont je souhaiterais, dont il est sûr que beaucoup d'entre vous le font. Lui, il nous dit les prolongements personnels qu'a eu tout cela. Sur ces prolongements personnels, alors, je ne prétends pas du tout faire la moindre objection, les prolongements personnels, c'est sacré par nature. Je prétends juste dire mon point de vue sur, en gros, le thème que Comtesse a esquissé. Quelque chose m'intéresse beaucoup parce que, si j'ai bien suivi, il nous disait quelque chose comme, finalement, les mouvements seront nécessairement des mouvements qualifiés, et pas seulement qualifiés au sens physique, ce sera des mouvements qualifiés au sens métaphysique. Car lui, et pour des raisons que je connais bien, qui sont ses intérêts philosophiques à lui, il insiste sur, dans ce qu'il vient de dire, sur santé-maladie, et comment le mouvement expressionniste ne peut pas être saisi indépendamment d'une certaine évaluation de la maladie et même d'un rapport pensé avec la mort. Je me dis, oui, évidemment, il a raison. D'autres pourraient dire, à propos de tout dépend ce qu'il choisit comme film, c'est très juste, ça va très bien avec certains films. Avec d'autres, on dirait c'est bien plutôt une espèce de vaste règlement de compte et de reprise du problème du bien et du mal. Les expressionnistes allemands au cinéma ont eu une espèce de manière de véritable innocence pour recommencer à zéro le problème du bien et du mal. Là, vraiment. Alors là, si on essaie de dire en quoi des hommes de cinéma sont naturellement des métaphysiciens, il suffit de penser à ces manières de reposer, par exemple, la langue et son problème du bien et du mal. Ça, c'est... Bon, Comtesse, il est sensible à quelque chose qui serait plus Murnau, qui serait plus, ou bien d'autres encore, qui est un problème maladie, un problème santé-maladie. Il a complètement raison. Je ferai deux remarques juste, toujours dans mon souci d'ordre. Moi, lorsque j'ai introduit, et ça il faut que vous en teniez compte toujours, lorsque j'ai introduit par exemple ce thème de l'expressionnisme la dernière fois, c'était comme exemple de montage parmi trois sortes de montage. Déjà, certains d'entre vous ont bien voulu avoir des réactions intéressantes. Une de ces réactions consistant à me dire, oui d'accord, mais finalement le vrai montage et la vraie force du montage, elle est au niveau du montage intensif, c'est-à-dire dans le troisième type de montage. Et les autres montages ne sont vraiment du cinéma que lorsqu'ils recueillent quelque chose de l'intensité. Bon, mais pour moi, le montage expressionniste, je le définissais uniquement par ceci, à savoir, étant donné la question, comment un mouvement relatif dans l'espace peut-il exprimer un changement dans un tout, ce qui était notre problème, la réponse expressionniste, ce sera, eh bien, le mouvement dans l'espace, le mouvement relatif dans l'espace, peut se rapporter les objets à un tout, c'est-à-dire à un changement dans le tout. Sous quelles conditions? Sous la condition qu'on dégage une intensité du mouvement. Bon. C'est à partir de là que Comtesse enchaîne sur la question de la matière, de la chute dans la matière, de la santé et de la maladie. Je dis qu'il a complètement raison et que c'est ça la métaphysique de l'expressionnisme. Et que ma question, ce serait ceci. Est-ce que c'est bien, comme dit Comtesse, au niveau de l'image-mouvement que déjà l'ensemble de ces problèmes que je ne prétendais pas poser, est-ce que c'est bien au niveau de l'image-mouvement que l'ensemble de ces problèmes peut être posé, ou est-ce qu'il faudra, pour arriver à leur pleine position, faire intervenir déjà la seconde nature de l'image, dont je vous ai proposé de remettre l'analyse à beaucoup plus tard, à savoir l'image volume. Au point que la métaphysique, comme cinéma, ne se jouera pas simplement au niveau de l'image-mouvement, mais évidemment dans le rapport du volume et des mouvements.
et que c'est seulement là que, pour mon compte, je pourrais rejoindre des thèmes comme celui de Comtesse, c'est-à-dire la question de la pensée, la question de la maladie, la question de tout ça. Mais sur tout ce que tu dis, moi, tout me paraît parfait. Pour moi, je ne pourrais arriver là où tu en es que dans assez longtemps, en vertu de ce problème qui me soucie de est-ce qu'il y a bien deux types d'images, etc. Et comment est-ce qu'on passe de l'un à l'autre, et en quoi est-ce que ce serait ça le tout du cinéma. Ouais. Mais sinon, pas. C'est dans la mesure où des cinéastes comme Pasolini, Marguerite Duras ou bien Godard ont posé la question du cinéma comme question de l'absence de mouvement. Oh oui, mais ça on est d'accord à la limite. L'image mouvement elle-même. Complètement. Mais ça, l'absence de mouvement au cinéma, je crois qu'on est en train de s'armer pour comprendre tout à fait. Ça ne nous fera pas grande difficulté, ça. Même là, ce serait une objection bing, tu n'en fais pas une objection, mais nous dire l'absence de mouvement, qu'est-ce que vous en faites, ça c'est facile. Oui, vers la fin du dernier cours, il a été question de l'auteur. Ouais. La question du rapport au niveau de la production, qui serait l'auteur. Et ceci a été développé par rapport au principe de montage. Oui. C'est-à-dire qu'éventuellement, ce serait au niveau du montage qu'on pourrait arriver à repérer le film. Suite à l'idée qui a été introduite ce matin de l'image volume, je me demande si ce n'est pas aussi une question problématique. La question de film. Oui, sûrement, mais on peut lancer comme ça une question qui prendra son sens plus tard. Vous avez raison. Oui, c'était prématuré. Et moi, je disais une chose très très simple quand, en effet, ce qu'on appelle un producteur idéal, eh ben, oui, je conçois assez la possibilité de quelqu'un qui dise oui, j'ai l'idée d'un film. Je ne le fais pas, c'est pas à moi de le faire. Mais le producteur, c'est quelqu'un qui peut avoir l'idée d'un film, et c'était un moment, j'avais besoin de cet exemple, puisque c'était un moment où on essayait de dire ce que c'est qu'une idée au cinéma. Oui, avoir l'idée d'un film, c'est possible. D'où la situation, en effet, Hollywood, où des producteurs pouvaient avoir des idées de films, et là-dessus traiter les metteurs en scène comme vraiment comme des espèces de domestiques. Allez, tu vas réaliser ça, allez, fais-le. Et puis, s'il ne le faisait pas bien, ou s'il faisait une autre idée, s'il glissait une autre idée, ah non, allez, tu arrêtes, on prend un autre metteur en scène. C'était pas du tout pour défendre ce régime si dur que je disais ça, mais c'était pour, en fonction de mes trois aspects de l'image-mouvement, marquer en quel sens ces trois aspects, c'est-à-dire les objets, le mouvement et le tout, comment ces trois aspects étaient perpétuellement inséparables, et pourtant on pouvait mettre l'accent, il pouvait être effectué par des fonctions différentes. Fonction cadreur, décorateur, fonction metteur en scène, fonction producteur. Ou bien ça pouvait être réuni dans le même personnage. Tout comme, tout ça, c'est des différences d'accent, vous comprenez. C'est bien entendu que les trois montages que j'essayais de distinguer, les trois types de montages, ils se pénètrent tout le temps. Mais il y a un accent qui est mis particulièrement tantôt sur la quantité de mouvement, tantôt sur l'intensité de mouvement, tantôt sur l'opposition de mouvement, tout ça. Il y a des metteurs en scène qui attachent plus ou moins d'importance au cadrage, d'autres plus ou moins d'importance au plan et au découpage, d'autres plus ou moins d'importance au montage, tout ça. C'est comme des pôles, c'est pas des choses séparées. Alors voilà, nous allons commencer notre seconde partie sur cette histoire de l'analyse de l'image-mouvement, mais donc il faut que j'aille au secrétariat. Alors reposez-vous. Sans l'œil le voit. Et que cet œil n'est rien sans que dans l'œil il y ait un regard forte comme une prolongation du corps vers l'image. Au point tel que je m'étais dit, finalement, si vous prenez les trois espèces d'image et mouvement, la dernière espèce, l'affection, je me dis que voilà, quand on met de l'affection dans une image de mouvement,
l'image au mouvement devient aussitôt une image de volume. C'est-à-dire le volume relatif au volume de mon corps. Je vais vous dire, c'est un excellent exemple, parce que c'est un peu ce que je souhaite dans mes rêves. Vous avez tous les droits. Alors, dans la mesure où vous avez tous les droits, à partir du point où on en est, une fois dit que vous écoutez très bien, vous prolongez, vous devancez, vous prolongez. Vous avez parfaitement le droit. Alors, bien, vous venez de dire quelque chose où vous prolongez complètement. Moi, je fais une besogne un peu bizarre. Je dis, oh bon, d'accord, si vous voulez, si c'est ça votre direction, moi, loin de moi l'idée de... Et puis je ne pourrais pas, même si je voulais, je ne pourrais pas vous empêcher d'aller dans une direction. Mais si je reprends chaque mot de ce que vous venez de dire, je dis, et vous le savez sans doute autant que moi, c'est pas la question est-ce que moi je suis d'accord ou pas, je ne serai pas d'accord sur aucun point, mais c'est secondaire ça, de ce que vous avez dit, si intéressant que ce soit. Je dis, ce que vous venez de dire est une série de formulations absolument étrangères et bien plus dirigées contre Bergson. Si je schématise en termes pédants, en termes savants, vous êtes un bon phénoménologue et vous êtes un déplorable Bergsonien. Car Bergson, à cet égard, va tellement loin, que, et c'est ça qui me reste, que je voudrais essayer de montrer aujourd'hui, c'est que la proposition selon laquelle l'image mouvement présuppose un œil auquel elle renvoie est une proposition pour Bergson absolument vide de sens. Pour une raison très simple, c'est qu'il vous dira, mais l'œil, qu'est-ce que c'est? C'est une image mouvement. Alors, si l'œil c'est une image mouvement parmi les autres, l'image mouvement ne renvoie évidemment pas à l'œil. En revanche, un phénoménologue dira ça. Et mon problème, ça l'introduit très bien, c'est est-ce que Bergson n'a pas une immense avance par rapport à la phénoménologie? Évidemment, ça c'est des questions à ce niveau, alors ça devient des questions d'attirance, pas de goût. On ne peut pas dire n'importe quoi, mais vous verrez vous-même, je ne prétends pas vous rendre bergsonien, hein, mais en tout cas, je prétends dire à ce qu'il vient de formuler très bien, que c'est une thèse phénoménologique qui n'a rien à voir avec les thèses bergsoniennes. Et ces thèses phénoménologiques, c'est pas visible et invisible de Merleau-Ponty. Entre autres, mais c'est un point de vue qui, justement, ne répond absolument à rien chez Bergson. C'est même ça qui rend Bergson tellement insolite. D'où, encore faut-il voir. Et pour ça, je dois, et je ne cesse de m'excuser à nouveau, je dois commencer par une courte séquence de l'histoire de la psychologie. Pour que vous compreniez le problème. Pour une fois, notre problème, c'est devenu analyse de l'image mouvement. Et je dis, il est bien connu, et on nous le dit dans tous les manuels, et tout le monde le sait, et si on ne le sait pas, c'est pas grave, qu'il y a eu longtemps une psychologie dite classique, et que cette psychologie classique a buté sur une espèce de crise. C'est assez concret, tout d'un coup, des conceptions qui durent un certain temps, et puis qui connaissent un point de crise, c'est-à-dire qui rencontrent une difficulté qui jusque-là pouvait être diluée, et qui, dans des conditions données, quelles conditions, c'est curieux, ne peuvent plus être esquivées. Et contrairement à ce qu'on dit, alors, à ce qu'on dit souvent, je ne crois pas que la psychologie classique ait rencontré son écueil sur les problèmes de l'associationnisme. Ça n'a aucune importance, là, ce que je dis. C'est pour ceux, vous voyez, là, on est dans une salle où les gens sont très différents. Il y en a qui font de la philosophie, d'autres pas. Ça n'a aucune importance si vous ne comprenez pas tel moment. Hein. Vous recomprendrez après, aucune importance. Mais je dis, ce n'est pas l'associationnisme qui a liquidé la psychologie dite classique. C'est quoi? C'est que les psychologues du 19e finissaient par ne plus pouvoir esquiver un problème effarant pour eux, que je pourrais résumer sous forme, l'image et ET, l'image et le mouvement. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on va faire?
C'est donc pas l'association, c'est pas l'associationnisme qui a été leur écueil. C'est les rapports de l'image et du mouvement. Pourquoi? Parce que finalement, toute cette psychologie tendait vers une distribution du monde en deux parties, et deux parties tellement hétérogènes qu'établir une soudure devenait comme impossible. D'une part, dans ma conscience, il y avait des images. Je résume, c'est comme si je faisais une ébauche, si vous voulez, de la situation de cette psychologie. D'une part, dans ma conscience, il y avait des images. Et ça voulait dire quoi? Ça voulait dire des représentations, qualifiées, et plus profondément des états qualitatifs inétendus. Une image était une donnée qualitative inétendue de la conscience. Elle était dans la conscience. Et d'autre part, il y avait dans le monde quoi? Dans le monde, il y avait des mouvements. Et des mouvements, c'était des configurations et distributions variables, quantitatives et étendues. Voilà, sentez que la crise n'était pas loin. Alors bon, la crise, elle n'était pas loin, mais comment elle va se produire, la crise? Devinons à peine. Peut-être que la crise va devenir inévitable, que jusque-là, il pouvait colmater les difficultés. La crise devient de plus en plus urgente quand quoi? Quand l'analyse du mouvement et la reproduction cinématographique s'affirment dans le monde. Peut-être que ça a été ça un des points de crise de la psychologie classique. On ne sait pas, il faudrait voir. L'introduction en psychologie expérimentale de films, tout ça. Ils se sont trouvés dans une situation incroyable. Comment faire? Vous savez, ça marche comme ça, les choses de la théorie. Comment faire? Comment ça? Est-ce qu'on peut maintenir l'idée qui est dans la conscience des images, état qualitatif inétendu, et dans le monde des mouvements? Qu'est-ce qui faisait difficulté, de toute manière, dans les deux sens? Si je dis, vous comprenez, c'est pas difficile, dans votre conscience, il y a des images qui sont des états qualitatifs inétendus. Et puis dans le monde, il y a des mouvements qui sont des états quantitatifs étendus. Si je dis ça. D'accord, mais qu'est-ce qui se passe, même dans la perception? Un organe des sens reçoit un ébranlement, c'est du mouvement, d'accord. Et tout d'un coup, ça se transforme en image. J'ai une perception. Tout d'un coup, mais quand? Où? Comment? Comment est-ce qu'avec du mouvement dans l'espace, vous allez faire une image inétendue qualitative? Comment ça peut surgir, ça? Déjà, ça fait de rudes problèmes. Dans l'autre sens, vous avez toutes les difficultés concernant, dans l'autre sens, c'est quoi? L'autre sens, c'est la volonté et l'acte volontaire. Vous êtes censé avoir une image dans la conscience. Et puis vous faites des mouvements. C'est un acte volontaire. Mais comment qu'une image dans votre conscience a donné du mouvement dans l'espace? Quel rapport il peut y avoir entre deux natures aussi irréductibles, aussi hétérogènes, que des images définies comme état qualitatif et inétendu, et des mouvements définis comme état quantitatif étendu? Si dans l'acte volontaire, l'image donne lieu à un mouvement de votre corps, par exemple, vous voulez éteindre la lumière, vous faites un mouvement. Complexe alors. Comment expliquer ça sinon? Parce que déjà, l'image, elle n'est pas seulement dans votre conscience, il faut bien aussi qu'elle soit dans les muscles de votre bras. Mais qu'est-ce que c'est alors une image dans les muscles de mon bras?
Alors, il y aurait des petites consciences. Oui, pourquoi pas? On peut dire. Il y a des auteurs qui ont écrit des pages admirables sur ces petites consciences organiques. 1000 petites consciences dans mes muscles, mes sous-muscles, mes nerfs, mes tendons. Mais c'est bizarre, ces consciences. Hein? Très curieux. Et inversement, dans l'autre sens, un mouvement vous ébranle et puis ça donne une image dans votre conscience. Comment ça peut se faire sinon parce que votre conscience elle-même, elle est parcourue de mouvements? Bon, de tous les côtés. C'est une situation de crise. Vous voyez? Si je résume cette situation de crise qui, à mon avis, a donné un coup fatal à cette psychologie du XIXe siècle, encore une fois, ce n'est pas, à mon avis, le problème de l'association des idées et de l'inexactitude d'un compte-rendu de la vie psychique à partir de l'association, c'est en fonction du rapport devenu impossible entre les images et les mouvements quand je définis les images comme des états qualitatifs dans ma conscience et les mouvements comme des états quantitatifs dans le monde. Et comment c'est fait dans cette situation de crise? Comment c'est fait? Comment se sont faites les tentatives pour sortir de la crise? Les tentatives pour sortir de la crise, c'est bien connu, se sont faites de deux manières, c'est-à-dire sous deux coups de génie successifs, mais inconciliables. Le premier, ce fut Bergson. Ce fut Bergson, et pas seulement lui, et en Angleterre et en Amérique, en même temps, d'autres auteurs, dont William James en Amérique et Whitehead, le grand Whitehead, en Angleterre. Mais Bergson ayant eu, c'est pas parce qu'il est français, Bergson que je dis ça, mais Bergson a eu une importance particulière, donc je retiens le premier coup, la première rupture, la première fondation d'une nouvelle psychologie par Bergson. Le second coup, mais en fait ce fut contemporain, ce fut un courant qui a son origine en Allemagne et qui a été, là je fais comme je dis, j'ai des choses très rudimentaires, je peux grouper, faire des grands groupements, qui a été tenu par à la fois ce qu'on a appelé la Gestalt théorie, la théorie de la forme ou de la structure. Une fois, c'est contemporain de Bergson, les premiers qui élaborent cette théorie. Et, contemporain aussi, la phénoménologie. Alors, ma première question, et ça je voudrais juste à la fois pas traîner là-dessus, parce que c'est juste une impression, je voudrais partir de... Bon, je dis, c'est inconciliable. La nouvelle psychologie que propose la phénoménologie et la nouvelle psychologie que propose Bergson, c'est pas conciliable. Pourquoi c'est pas conciliable? En quoi c'est pas conciliable? Je voudrais là aussi, puisque je lance aujourd'hui beaucoup de formules qui ne pourront être justifiées que plus tard, la formule de la phénoménologie pour sortir de la crise, ça a été quoi? Elle est célèbre, tout le monde la connaît, tout le monde la répète, tout le monde à un moment la répétait. On ne disait que ça, on la lançait sur tous les tons. On la chantait, quoi, ça chante sur toutes les voix. Toute conscience est conscience de quelque chose. Il fallait mettre l'accent sur le de. Hein. Si vous ne mettiez pas l'accent sur le de, vous n'étiez pas phénoménologue. Toute conscience est conscience de quelque chose. Et Sartre lançait son article célèbre et très beau sur la conscience n'est pas un estomac dans lequel il y aurait quelque chose, la conscience est ouverture au monde, la conscience est conscience de quelque chose. Vous voyez ce que ça voulait dire? La conscience est visée de quelque chose hors d'elle, elle ne contient pas des images en elle. Toute conscience est conscience de quelque chose. Si je le rapporte à mon cas particulier du mouvement, la crise de la psychologie classique, image et mouvement, comment concilier ça, comment
comment les mettre en rapport, alors que la psychologie classique s'interdisait d'une certaine manière de trouver une mise en rapport. Je dirais, c'est pas difficile, vous comprenez, c'est toute conscience est conscience de quelque chose, ça veut dire aussi, ça ne veut pas dire seulement ceci, toute image est image de mouvement. Toute conscience est conscience de quelque chose, toute image est image de mouvement, ça voudrait dire quoi? Ça veut dire, l'image, c'est pas quelque chose dans la conscience, c'est un type de conscience. Et c'est un type de conscience qui, dans des conditions données, vise le mouvement. En termes savants, les phénoménologues disaient toute conscience est intentionnelle. Toute conscience est intentionnalité. Ce qui veut dire toute conscience est conscience de quelque chose situé hors d'elle. Elle vise quelque chose. Elle vise quelque chose dans le monde. Donc l'image, c'est en fait un mode de conscience et pas quelque chose dans la conscience. C'est une attitude de conscience, c'est une visée. Et le mouvement dans le monde, c'est ce que vise cette conscience. Toute conscience est conscience de quelque chose. Or, Bergson, non. Si on essaie de dégager une formule rivale, qu'est-ce qu'un bergsonien dira? Il dira jamais toute conscience est conscience de quelque chose. Pour lui, là aussi je recommence, ce serait une expression vide de sens. Il va falloir s'expliquer un peu sur ça, ce qui pour l'un est vide de sens alors que pour l'autre c'est plein de sens. Qu'est-ce que ça veut dire quant à la philosophie, ça? Et c'est évident que pour Bergson, toute conscience est conscience de quelque chose. Et pourtant, c'est évident qu'entre Bergson et Husserl, entre Bergson et la phénoménologie, il y avait un point d'accord fondamental. Ce point d'accord fondamental, c'est quoi? C'est nous ne percevons pas les choses dans notre conscience, nous percevons les choses là où elles sont, c'est-à-dire dans le monde. Formule de Bergson, très belle formule de Bergson, à cet égard il n'arrête pas de lancer ce thème. Nous nous plaçons pour percevoir, nous nous plaçons d'emblée dans les choses. On ne peut pas mieux dire, il n'y a pas des petites images dans la conscience. Sur ce point, phénoménologie et Bergson sont complètement d'accord. Il n'y a pas d'image dans la conscience. Il n'y a pas des états qualitatifs qui seraient dans la conscience et des états quantitatifs qui seraient dans le monde. C'est pas comme ça que ça se passe. Nous nous plaçons d'emblée parmi les choses et dans les choses. Bien plus, il allait jusqu'à dire ce que pourrait signer un phénoménologue. Nous percevons les choses là où elles sont. Si je perçois l'un d'entre vous, eh ben je ne perçois pas l'image de celui-là dans ma conscience, je le perçois là où il est. Ma conscience sort d'elle-même. Bon. Donc, sur ce point, il y a accord absolu entre les phénoménologues et Bergson. Mais c'est le seul point. Car encore une fois, bizarrement, jamais Bergson ne pourrait dire toute conscience est conscience de quelque chose. Et qu'est-ce qu'il dirait, lui, Bergson? Alors quelque chose de... Toute conscience est conscience de quelque chose, on a fini par s'y habituer, parce que même quand on n'a pas entendu la formule, l'inconscient travaille, on l'a entendu, on est formé par elle. Mais comme Bergson a été si fort oublié, et là, c'est si fort maltraité par les phénoménologues qui ont réglé leur compte avec lui, car toutes ces choses sont terribles et sont des combats inexpiables, eh bien, Bergson, il n'aurait jamais dit ça. Si on cherche quelque chose qu'il aurait pu dire, il aurait dit exactement ceci. Toute conscience est quelque chose. Ah, quelqu'un qui arrive et qui lui dit toute conscience est quelque chose. Alors on lui dit, un phénoménologue dit quoi? Qu'est-ce que tu veux dire? Tu dis de quelque chose? Non, 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 pas de quelque chose. Si vous me mettez un de quelque chose, tout est, je suis perdu. Ça ne veut plus rien dire. Pour Bergson, si je perçois les choses là où elles sont, c'est parce que toute conscience est quelque chose, précisément la chose que je perçois. Pour un phénoménologue, si je perçois les choses là où elles sont, c'est parce que toute conscience est consciente de quelque chose, c'est-à-dire vise la chose dont elle est conscience. L'abîme est immense. Je ne l'ai pas encore expliqué, cet abîme. Mais donc, j'ai un soupçon.
Il faut quand même que je fasse une courte parenthèse sur ceci, quelle est la situation de cette discipline, à savoir la philosophie, où donc il y a, comme on dit, des avis tellement partagés. Comment expliquer que Bergson n'a pas connu les phénoménologues? Peut-être est-ce qu'il a lu un peu de Husserl, on ne sait pas très bien, mais je pense qu'il en a lu. Mais ça n'a pas dû l'intéresser fort. Hein. En revanche, les phénoménologues, parce qu'ils venaient après, parce que beaucoup sont venus après Bergson, ils connaissaient bien Bergson. Et lui ont réglé son compte, là, d'une manière très, très... C'est une bonne guerre, vous savez. Il lui devait quand même pas mal, alors bon, non... mais il y a une raison plus noble. J'entends bien que la philosophie n'a jamais été affaire de goût. Que bien plus, la philosophie a peu de choses à voir avec une succession de doctrines qui varieraient. Et pourtant, c'est très vrai que les philosophes sont très peu d'accord. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça? Mais je crois très fort à la philosophie comme vraiment comme discipline rigoureuse, c'est-à-dire comme science. Il faut voir, par exemple, quand Kant, alors je parle en tant que philosophe, ou quand Leibniz critique Descartes, ou lorsque Kant critique Descartes, il ne faut pas croire que ce soit question de goût, chacun pour placer sa théorie. Non, quand même pas. C'est que Kant estime, par exemple, avoir découvert une manière de poser le problème de la connaissance dont Descartes n'avait pas idée. Et par rapport à cette nouvelle position du problème de la connaissance, les solutions cartésiennes ne fonctionnent plus. À ce moment-là, il y a, en effet, il y a discussion. Parce que vous pouvez avoir un cartésien, un disciple de Descartes, qui dise attention, moi je vais construire un problème de telle manière que, tenant compte des acquis récents, les solutions de Descartes vont être réactualisées. Donc, comprenez, il peut très bien y avoir des polémiques en philosophie. Elles ne dépendent absolument ni de l'humeur, ni du goût, mais elles ont une rigueur scientifique, égale à ce qui se passe dans les sciences les plus pures, en mathématiques, en physique, etc. Et vous ne pouvez jamais juger d'une théorie philosophique si vous la séparez du cadre des problèmes qu'elle pose. Et elle ne résout que les problèmes qu'elle pose. Changer la nature du problème, vous ne pouvez pas rester dans le cadre de telle théorie. Alors, qu'est-ce que ça veut dire être bergsonien, par exemple, aujourd'hui, ou être platonicien, aujourd'hui? C'est considérer qu'il y a dans Platon, dans Bergson ou dans n'importe qui, des conditions de problème qui se révèlent encore aujourd'hui bien posées. Dès lors, des solutions de type platonicienne sont possibles. Mais donc, tout ceci, c'était une remarque pour dire ce qui se joue dans des discussions entre philosophies est infiniment plus important que des disputes théoriques. Ce n'est pas des disputes théoriques. Je dirais à la lettre, si vous m'avez compris, ce sont des discussions problématiques, à savoir concernant les problèmes, leurs conditions et leurs positions. Et c'est pour ça que je voudrais dire, si je prends les deux formes, je reviens à ma question. La formule phénoménologique, toute conscience est consciente de quelque chose. Et la formule bergsonienne, toute conscience est quelque chose. Avant même d'avoir, encore une fois, elle n'est pas dans Bergson, mais vous verrez en lisant Bergson que je ne fais que résumer une thèse évidente de Bergson. Voilà ma question. C'est s'il y a une telle différence, avant même que nous ayons compris la formule bergsonienne, s'il y a une telle différence que nous sentons, que nous pressentons entre les deux formules, c'est évidemment qu'il ne pose pas le problème dans les mêmes conditions. Alors là, si j'essaie de dire quelles conditions des problèmes pour l'un comme pour l'autre, là-dessus, je prétendrai évidemment pas vous dire qui a raison. J'aurais prétendu faire mon métier, à savoir vous mettre en état de voir ce qui vous convient vous. Peut-être ce qui vous conviendra vous, ce sera encore une autre position de problème. À ce moment-là, vous la ferez. Et à ce moment-là, vous serez un bon ou un grand philosophe. Bien. Mais jamais une idée sans détermination du problème auquel l'idée correspond. Jamais. Sinon, c'est du bavardage. Sinon, c'est de l'opinion. Les opinions, c'est intéressant, mais très modérément intéressant.
toute phrase qui se trouve, qui peut s'énoncer sous la forme logique, moi je trouve que, est philosophiquement nulle. Alors, voyez, le soupçon que j'ai, c'est ceci, et comme je ne vous cache pas ma préférence, c'est que Bergson est très très en avance, l'air de rien, sur la phénoménologie. Et que le problème qu'il pose est finalement beaucoup plus englobant, beaucoup plus subtil que celui de la phénoménologie. Aussi, je vais aller très vite sur la phénoménologie, ne serait-ce que par ingratitude, sournoiserie, et je suppose que je me dis quand même, bon, il s'agit de quel problème dans le fond? Toute conscience est consciente de quelque chose, toute image est image de mouvement. Au contraire, Bergson, toute conscience est quelque chose, c'est-à-dire toute image est mouvement. Vous voyez, il n'y a pas besoin de dire toute image est image de mouvement. Toute image est déjà mouvement. Bon, quel est l'enjeu? Quels sont les problèmes là-dedans? C'est évident qu'il s'agit toujours d'un problème de la reproduction du mouvement. Et pour une raison simple, c'est que la question de la reproduction du mouvement et la question de la perception du mouvement ne font strictement qu'un. J'ai essayé de le montrer dans nos premières séances. Donc je ne reviens pas là-dessus. Or, je demande quel est le modèle de la reproduction du mouvement pour la phénoménologie. Pas difficile, le modèle de la reproduction du mouvement pour la phénoménologie. Il se donne la perception dans les conditions dites naturelles. Et leur tâche précise, c'est faire une description, c'est-à-dire une phénoménologie au sens exact du mot, de cette perception naturelle. Mais la perception naturelle, elle reproduit le mouvement, comme le reste. Il s'agit toujours d'une reproduction. Ma question, c'est simplement, si la phénoménologie prétend être une description de la perception naturelle du mouvement, à quel type de reproduction du mouvement se réfère-t-elle? À quel type de reproduction du mouvement se réfère-t-elle? En douce, implicitement. Ah, nous la tenons, puis-je dire, car, bon, il se réfère à quoi? Prenons les textes. Je prends le cas de Merleau-Ponty, qui a fait un livre célèbre et un des plus beaux livres de la phénoménologie, intitulé Phénoménologie de la perception. Quand il s'agit de la perception du mouvement, il se réfère à deux choses fondamentales. Je crois les deux grands concepts pour expliquer la perception naturelle du mouvement, c'est, selon Merleau-Ponty, le concept d'ancrage. Nous sommes ancrés quelque part. C'est une version de ce que les phénoménologues appellent être dans le monde ou être au monde. Nous sommes ancrés, l'ancrage. Et d'autre part, mais les deux vont ensemble, la meilleure forme. La meilleure forme qui est une notion qui va parcourir toute la phénoménologie et qui est empruntée à la Gestalt théorie, mais entre phénoménologie et Gestalt, les communications étaient nombreuses. Qu'est-ce que ça veut dire? Je prends un texte, là j'ai pas le temps de commenter parce qu'on y sera encore là. Dans l'édition, là, dans cette édition, vous voyez, 322, 323. La pierre vole dans l'air. Voilà un exemple. Hein. La pierre vole dans l'air. Que veulent dire ces mots, sinon que notre regard installé et ancré dans le jardin? Vous voyez, vous êtes dans votre jardin, et puis il y a une pierre qui passe. Vous dites, oh là là, une pierre. Que veulent dire ces mots, sinon que notre regard installé et ancré dans le jardin est sollicité par la pierre et, pour ainsi dire, tire sur ses ancres? C'est bien dit, c'est une belle phrase. Bon.
La relation du mobile à son fond passe par notre corps. À quel point vous étiez phénoménologue, hein? Mon regard est ancré, pas seulement mon regard, mon corps est ancré dans le jardin, la pierre traverse le champ. Et je dis c'est la pierre qui se meut, qu'est-ce que ça veut dire? Compte tenu de cette organisation du champ perceptif par l'ancrage, appréhender la pierre comme en mouvement, c'est la meilleure forme. Comme disaient les gestaltistes, c'est la seule forme prégnante en fonction de l'organisation du champ total. Et Merleau-Ponty continue. Qu'est-ce au juste que l'ancrage? Et comment constitue-t-il un fond en repos? En effet, tout ancrage suppose un fond en repos. Ah, qu'est-ce au juste que l'ancrage et comment constitue-t-il un fond en repos? Ce n'est pas une perception explicite. En effet, ça va être une condition, la perception. Ce n'est pas une perception explicite. Les points d'ancrage, lorsque nous nous fixons sur eux, ne sont pas des objets. Le clocher ne se met en mouvement que lorsque je laisse le ciel en vision marginale. Il est essentiel au prétendu repère du mouvement de n'être pas posé dans une connaissance actuelle et d'être toujours déjà là, etc., etc. Les cas de perception ambiguë, où nous pouvons à notre gré choisir notre ancrage, sont ceux où notre perception est artificiellement coupée de son contexte, etc., etc. Il faudrait lire toute la page. Je vous y renvoie 322, 324. Ouf. Ce que je veux en tirer, c'est une chose très très simple. Et puis, même si je me trompe, aucune importance, je veux dire. C'est comme pour mon amusement, pas pour le vôtre. Je me dis, mais bon, d'accord, les phénoménologues, hein, justice à personne, vengeance de personne, leur arrive. Parce qu'en fait, qu'est-ce qu'ils font, hein? Bon. Je remarque leur obstination à revenir, quand il s'agit de la perception du mouvement, à un type de mouvement particulier, le mouvement stroboscopique. Je n'ai pas le temps de développer, là, c'est pour ceux qui savent déjà. J'ai vu dans beaucoup d'histoires, y compris l'histoire du cinéma, que le mouvement stroboscopique était considéré comme une base de la perception cinématographique du mouvement. J'ai des soupçons absolus là-dessus. Ça ne me paraît pas du tout, non seulement parler de soi, mais ça me paraît absolument. Peu importe, hein, peu importe. Je remarque que le modèle du mouvement aimé par les phénoménologues est emprunté au mouvement dit stroboscopique, et pas au mouvement cinématographique. Je remarque que Sartre, dans l'imaginaire, commence par une série d'exemples, d'images, qui couvrent beaucoup de choses, puisqu'il y a des images photos, il y a des images théâtre, il y a des images mare de café, il y a des images rêveries, il n'y a rien sur l'image ciné, rien sur l'image cinéma. Curieux, curieux, curieux. Qu'est-ce que je veux dire? Où je veux en venir? Que dans le problème de la reproduction du mouvement, quel que soit, je ne veux pas dire des choses trop simples, que c'est pas bien tout ça, je veux dire, quelle que soit la nouveauté absolue de la phénoménologie, la manière dont il pose la question de la production du mouvement, donc de la perception, nous renvoie à la première manière, c'est-à-dire à la manière pré-cinématographique. Ils sont d'avant le cinéma. Voilà la vérité abominable que je veux vous révéler aujourd'hui. La phénoménologie est d'un âge d'avant le cinéma. C'est terrible parce qu'ils ont cru être absolument c'est terrible. Oh. C'est pas possible une chose comme ça. Eh bien si. Parce que je dis, c'est la reproduction du mouvement première manière. Vous vous rappelez, si vous avez suivi, ce que c'est que la première manière, reproduction du mouvement. C'est reconstituer le mouvement à partir de quoi? À partir d'instants privilégiés, c'est-à-dire de formes en train de s'incarner. Reconstituer le mouvement non pas à partir d'instantanés, mais à partir d'instants privilégiés de formes en train de s'incarner, ça renvoie à quoi? Dans l'Antiquité, ça renvoyait à des formes en elles-mêmes intelligibles. Là, je pèse bien mes mots.
Ça renvoyait à des formes essentielles ou intelligibles, éternelles, tout ce que vous voulez. Ça renvoyait donc à des coordonnées intellectuelles. La phénoménologie rompt avec ça. Elle rompt radicalement avec ça. Mais comment? Avec cette vision ancienne. Mais en gardant tout. Car j'entends bien que pour elle, les coordonnées ne seront plus des coordonnées intellectuelles. Ce seront des ancrages existentiels. D'accord? Ce sera des ancrages existentiels. Je ne dis pas que ce soit la même chose. Les formes en train de s'incarner ne seront plus des formes intelligibles. Ce seront des formes immanentes au champ perceptif, c'est-à-dire des gestalten. D'accord, la différence est immense. Elle n'est pas assez grande pour rompre avec quelque chose de commun entre la vision la plus ancienne et la vision phénoménologique, à savoir, on reproduit le mouvement avec et en fonction de coordonnées et de formes. On a changé le statut des coordonnées pour en faire des ancrages existentiels. On a changé le statut des formes pour en faire des formes immanentes au sensible renvoyant à l'organisation d'un champ perceptif pur, qui ne renvoie plus à rien d'intelligible. On a fait tout ça. On continue à reconstituer le mouvement à l'ancienne manière, avec des coordonnées et des formes. Dès lors, c'est forcé que toute conscience est consciente de mouvement. Je dirais, oui, la phénoménologie, c'est vraiment avant le cinéma. Et en effet, qu'est-ce qu'ils veulent? Ça s'explique tout simplement. Je veux dire, c'est pas parce qu'ils ignorent le cinéma. Ça s'explique tout seul. Ça s'explique tout seul, comprenez-moi, parce qu'en vertu de ce qu'ils veulent. Ce qu'ils veulent, et c'est ça leur problème, ce qu'ils veulent, c'est une description pure de la perception naturelle. Quand j'ajoute pure à description, je veux dire, il ne s'agit pas de prendre sa plume, etc. Description pure implique une certaine méthode que Husserl l'a formalisée quand il a parlé de la méthode phénoménologique. Je n'ai pas le temps d'expliquer tout ça, et puis c'est vraiment pas mon sujet. Mais c'est ça qu'ils veulent, une description pure de la perception naturelle. Bon. Voilà, fini pour la phénoménologie. Je suggère, ne le faites pas dire, parce que ce serait trop léger, entendez tout ce que je viens de dire comme une question. Hein. Mais après tout, est-ce que la phénoménologie n'en resterait pas à un monde très antérieur au cinéma? Il ne tient pas compte. Alors après, il a beau nous parler de cinéma, en fait, il ne nous parle jamais de cinéma, il nous parle du mouvement stroboscopique. Husserl, là, il n'avait jamais été au cinéma. Bergson non plus, pas beaucoup, mais le dimanche de temps en temps, quoi. Mais il avait beaucoup mieux compris. C'est très bizarre. À mon avis, Bergson, il est coincé. Il est coincé entre sa condamnation de principe du cinéma, à savoir, c'est pas du vrai mouvement, et son appel à une nouvelle métaphysique où il pressent très fort que le cinéma est la plus belle contribution à cette nouvelle métaphysique. Alors il est là, oui, mais il a saisi quelque chose, il me semble, que les autres n'avaient pas saisi. Et qu'est-ce qu'il a saisi? Lui, en effet, il nous lance, et c'est tout le premier chapitre de Matière et Mémoire, il ne le dit pas. Ça, il ne le dit pas, je dois reconnaître, il ne le dit pas. Mais ça fait rien. Ça fait rien. Ce qu'il dit formellement, c'est qu'il va se lancer dans le premier chapitre de Matière et Mémoire dans un tout autre mode de reproduction du mouvement. Pour lui, et il en reste là. La science moderne a dégagé le temps comme variable indépendante, c'est-à-dire l'analyse du mouvement se fait non plus en fonction d'instants privilégiés, c'est-à-dire avec des formes et des coordonnées, mais en fonction de l'instant quelconque, c'est-à-dire avec des instants équidistants. Il faut trouver la métaphysique de cette science-là. Bon, s'il en est là. Lui, il est pleinement. Lui, ça n'intéresse plus du tout une reconstitution du cinéma, du mouvement, même avec des formes proprement sensibles et des coordonnées existentielles. Ça ne l'intéresse pas du tout.
Ce n'est pas son problème. Car son problème ne peut pas être d'écrire une perception pure du mouvement. Non, pardon. Je me trompe, je mélange tout. Son problème ne peut pas être, comme celui de la phénoménologie, d'écrire purement une description naturelle du mouvement. Son problème va être quoi? Quelque chose de beaucoup plus insolite. Je l'exprime comme ça va s'éclairer petit à petit, j'espère. Déduire une perception du mouvement pur. Or, encore une fois, la perception naturelle n'est absolument pas une perception du mouvement pur. La perception du mouvement pur, on est encore à sa recherche. Et l'idée de Bergson, c'est exactement, est-ce que à partir, vous voyez que là le problème se ramifie, à partir de l'image mouvement telle que nous l'avons définie, grâce à Bergson, à partir de l'image mouvement telle qu'elle a été définie par Bergson, est-ce que je peux en déduire une perception pure du mouvement? C'est un problème complètement différent. Dans un cas, comment décrire une perception naturelle du mouvement, dans l'autre cas, comment déduire une perception pure du mouvement. Je dirais au premier problème, répond la formule « toute conscience est consciente de quelque chose ». Et si c'est le premier problème qui vous intéresse, vous vous retrouverez phénoménologue avant d'avoir compris pourquoi. Si jamais un jour le second problème vous intéresse, vous risquez bien de vous retrouver Bergsonien sur ce point, ce qui n'engagera pas votre vie ni votre avenir. Et en tout cas, vous cesserez de dire « Ah, Bergson et Husserl se contredisent », car ils ne se contredisent absolument pas. En un sens, c'est moins grave, en un sens, c'est bien pire. Ils ne posent pas le même problème. Savoir quel est le meilleur problème, là, alors, c'est votre affaire, l'affaire de chacun. De ces deux problèmes, lequel vous plaît le plus? Vous allez me dire les deux, ou certains de bonne volonté, les deux. Impossible. Impossible, car ces problèmes empiètent tellement l'un sur l'autre que, dans le premier cas, le second problème va devenir une conséquence lointaine du premier, et dans le second cas, c'est juste le contraire. Vous ne pouvez pas choisir les deux. D'où nous sommes renvoyés, alors, et enfin, nous sommes en mesure, après juste cette suggestion, peut-être que Bergson, là je viens de justifier ce peut-être que Bergson est beaucoup plus en avance qu'on ne le dit, et que c'est le seul à avoir posé un problème de la perception du mouvement parfaitement adéquat à l'image cinématographique. Vous me direz, il n'y a pas trop à en faire. Ben si, peut-être, parce que peut-être que la pensée du cinéma dès lors a encore plus à attendre de Bergson que nous pensions, que nous croyions. Enfin, tout ça, c'est pas grave de toute manière. D'où, oublions tout ça, qui étaient des présupposés, des espèces d'introductions, et reprenons alors quoi? Comment il va faire? Admettons, de l'image mouvement, il veut déduire la perception pure du mouvement. La perception pure du mouvement n'étant pas la perception naturelle. À ce moment-là, oui, le cinéma a quelque chose à faire avec Bergson. Les autres, ils peuvent se contenter du mouvement stroboscopique. Oui, bon. Ouf. Vous êtes fatigué? Je continue un petit peu. Si, vous êtes un peu fatigué. Je vois vos traits qui se plient. Aussi n'en ai-je plus pour longtemps. Car je commence juste. Toute conscience est quelque chose, toute image est mouvement. Pour comprendre une proposition, il faut se mettre dans un état supposé dans cette proposition. Là aussi, je bute sur ce fait, ça n'étonnera pas quelqu'un qui est en train de regarder du cinéma. En revanche, ça étonnera beaucoup quelqu'un d'autre. Un phénoménologue, ça l'étonnera beaucoup, toute image est mouvement, toute image... Non, toute conscience est quelque chose, toute image est mouvement. Ah, tu vois, bon, d'accord. Je réponds parce que la prochaine fois, on ne s'en souviendra plus. Je réponds à
toi, là, parce que c'est formidable. Mais que personne ne croit que je fasse une critique facile de la phénoménologie et pour te contrarier, c'est pas du tout dans. C'est juste pour essayer de situer des problèmes. Les phénoménologues, ils sont tellement, là c'est pour rire que je dis ça, tellement en retard qu'ils ont gardé complètement une métaphore qui est la métaphore de l'œil. Je dis la métaphore de l'œil, c'est quoi? C'est l'idée qu'il y a un sujet qui a une lumière ou qui balade une lumière, hein, et que la lumière va de la conscience aux choses. La conscience, là, serait une lumière qui, d'une manière ou d'une autre, se poserait sur telle chose. Ah tiens, je regarde ça tout d'un coup, et puis, regarde, je transporte ma lumicome exactement avec un faisceau. Vous voyez, l'idée de la conscience lumière, les choses dans l'obscurité et le faisceau de la conscience. Vous avez donc tous ces termes dans la métaphore. Je ne dis pas que ce soit une théorie, j'essaie de dégager un appareil métaphorique. La conscience lumière, l'objet dans l'ombre ou dans l'obscurité, l'acte de conscience comme pinceau de lumière qui passe d'une chose à l'autre. Si vous voulez évaluer la nouveauté de Bergson, et à mon avis c'est vraiment le seul à avoir présenté les choses comme ça, lui il dit, ben non, c'est juste le contraire. C'est juste le contraire. Eh bien, la lumière, elle est dans les choses. La lumière, elle est dans les choses. C'est les choses qui sont de la lumière. C'est les choses qui sont lumière. Petite lumière, là, ça, petite lumière, truc, petite lumière. Petite lumière partout. Bon. Comme il dit, formule splendide de Bergson, si photo il y a, la photo est tirée dans les choses. Si photo il y a peu de aussi belle formule, il me semble, très très belle formule si on la comprend. Si photo il y a, la photo est déjà tirée dans les choses. Simplement, qu'est-ce qui manque? C'est l'écran noir. La photo, elle est tirée dans les choses, mais elle est translucide. Ce qui manque à la lumière chose, c'est précisément l'obscurité. Vous voyez, c'est le renversement total de la position classique du problème. Et les écrans noirs, c'est nous. C'est-à-dire, nous, ce que nous amenons, c'est l'obscurité. Et c'est seulement grâce à l'obscurité que nous pouvons dire, ah oui, nous percevons les choses. S'il n'y avait pas l'écran noir, on ne les percevrait pas. Renversement complet, c'est les choses qui sont lumière et c'est nous l'obscurité. C'est pas nous la lumière et les choses qui sont dans l'obscurité. Si la photo est tirée, elle est tirée dans les choses, seulement elle est translucide. Pour que la photo prenne, il faut un écran noir, c'est-à-dire il faut qu'on arrive. Mais la photo, elle est dans les choses. Bon, c'est très curieux ça. Je dirais, alors pour achever ma comparaison avec la phénoménologie en reste absolument à l'appareil métaphorique classique. Il change parce qu'il fait tout descendre au niveau d'une description du vécu, au niveau d'une description du sensible et de l'existant, mais il en reste absolument au niveau de la lumière conscience. C'est Bergson qui fait le renversement absolu. Peut-être est-ce que vous sentez déjà, on approche un petit peu de... On ne tient pas du tout, mais on approche un petit peu de toute conscience et conscience, et pas du tout conscience de quelque chose. Ça, c'est la conception de la conscience lumière. Mais toute conscience est quelque chose. La lumière, c'est pas vous. Il n'y a jamais eu une négation du sujet à ce niveau, tel que Bergson, tel qu'on la voit dans le bergsonisme. Un monde sans sujet. Enfin, la philosophie livrait un monde sans sujet. Quel auteur, quel penseur. Bon, mais qu'est-ce que ça voulait dire? Alors, reprenons plus calme, il ne faut pas s'emporter dans tout ça. Reprenons plus calmement. L'image est mouvement.
vous voyez, j'essaie de cerner à partir de cette espèce de lumière, de la formule, toute conscience est quelque chose, j'essaie de faire le tour pour, alors bon, on descend d'un cran. L'image est mouvement. Qu'est-ce qu'il veut dire? C'est quand même déjà très nouveau. Et pour qui, encore une fois, je reprends ma question, pour qui l'image est-elle mouvement? Qui est-ce qui sait qu'il a raison, Bergson? Et dans quel cas nous le savons? En effet, une image, c'est quand même drôle. Comme, je reviens, je fais mes allées, mes venues. Dans la psychologie classique, on nous parle de l'imagination. C'est des images, quoi. Ou même encore Sartre dans l'imaginaire. Mon ami Pierre, je regarde la photo de mon ami Pierre. Alors à travers la photo, je vise mon ami Pierre et je le vise en tant qu'absent, tout ça. Je ne dis pas du tout que ce soit bon, c'était pardon, quel lâchisme. Je ne dis pas du tout que ce soit mauvais, pas du tout. Au contraire, la nouveauté était radicale, mais sur d'autres points. Il faudrait chercher, là j'ai été malhonnête parce que je n'ai pas dit, et je n'ai même pas cherché, la nouveauté du problème de la phénoménologie. Une fois dit que je constatais qu'il n'était pas là où on en avait besoin, nous, de nouveauté. Mais alors, vous comprenez, la photo de mon ami Pierre, d'accord, ça ne bouge pas. Mais qui, nous, ne sait qu'une image? C'est pas une image, si ça, c'est peut-être une apparence de souvenir, c'est peut-être je sais pas quoi, mais si ça bouge pas, c'est pas une image. Bachelard est absolument bergsonien lorsque, dans sa tentative de refaire une théorie de l'imagination poétique, il va commencer par dire, mais l'imagination, ça ne peut pas se définir comme une faculté de former des images, parce que l'image, ça commence qu'à partir du moment où ça se déforme. Il n'y a d'image que si quelque chose bouge et change. Voilà une espèce de certitude toute simple. C'est pas de la philosophie dire ça. Ah ben non, vous pouvez me parler. Bien sûr, à la lettre, vous pouvez me dire, mais la photo, c'est une image. Il y a des images immobiles. Vous pouvez me dire tout ça, d'accord, oui, vous avez raison. Mais vous ne montrez pas une petite conviction. S'il n'y en a pas qui bouge et qui change, il n'y a pas d'image du tout. L'image, ça bouge et ça change. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est d'une évidence aussi simple. Ça veut dire quelque chose. À quoi il en est réduit, Bergson? Vous verrez que dans la lettre du premier chapitre, il est assez embêté, parce qu'avec sa petite certitude, l'image, ça bouge et ça change. Et sinon, c'est pas de l'image. Il est embêté parce qu'il se dit, il prévoit l'objection, mais de quel point de vue tu parles? Cette question stupide, hein, d'où tu parles, hein, de quel point de vue, pourquoi tu es... Il dit, en effet, c'est pas de la philosophie, et c'est pas de la science non plus, ça. Alors ils s'en tirent, comme toujours les philosophes, quand ils sont embêtés, qu'ils ne savent pas bien dire de quel point de vue ils parlent, ils disent, c'est le sens commun. Mais le sens commun, il a bon dos, parce que vous sentez que le sens commun, il n'a pas grand-chose à faire là-dedans. Parce qu'il ne veut pas dire, moi je crois que c'est en vertu de sa situation de coinçage. Il ne se serait pas coincé, le grand Bergson. Eh bien, il n'aurait pas été gêné de dire, je parle de quel point de vue. Je parle du point de vue de l'image cinéma. Eh bien, d'une certaine manière, toute l'imagination a été révélée par le cinéma. Parce qu'avant le cinéma, les poètes, c'était la même chose. Une image pour eux, ça changeait et ça bougeait. Et c'est à partir de là, comme dit Bachelard, qu'il y a une image poétique. Si ça ne change pas et si ça ne bouge pas. Une image qui n'est pas prise dans un voyage, qui ne comporte pas un voyage, qui n'est pas l'image d'un voyage, qui n'est pas un voyage-image. C'est pas une image. C'est rien, pas une image. C'est un résidu d'image. D'accord. La photo de mon ami Pierre, c'est un résidu. Bon. Alors, bien, toute image, vous sentez, il ne s'agit pas de dire l'image représente un mouvement. On se retrouverait dans la même bouillie que la psychologie classique. Il y aurait des représentations dans ma conscience, mais quel rapport il y aurait entre la représentation et le représenté? La représentation, elle serait dans ma conscience, le représenté, il serait dans le monde. L'image serait l'image d'un mouvement. Ça irait pas, ça. Aussi Bergson reprend avec sa tranquille certitude. L'image est mouvement. Ah bon, l'image est mouvement et peut-être le corollaire, on va voir, ça se complique. Et le mouvement, il est image? Oui.
L'image est mouvement et le mouvement est image. Ah tiens, l'image est mouvement et le mouvement est image. Et qu'est-ce que c'est cette identité? Alors, il y a le cœur de nous tous. Oh Bergson, faites-nous comprendre cette identité de l'image et du mouvement. Il n'a aucune raison de nous répondre, mais s'il consent à nous répondre, il nous dira, et ça doit vous éclairer complètement, il nous dira, eh bien oui, l'identité de l'image et du mouvement, c'est précisément ce que vous avez toujours appelé de tout temps la matière. Matière égale image égale mouvement. Oh, mon Dieu, matière égale image égale mouvement. Et tout le début du premier chapitre de Matière et Mémoire nous assène cette évidence cinématographique, mais qui, hors du cinéma, est un paradoxe fondamental, est une espèce de paradoxe incroyable. Or, comme il ne se réfère pas au cinéma, coincé comme il est, ça devient très bizarre, ce premier chapitre. Et qu'est-ce qu'il veut dire lorsqu'il dit matière égale image égale mouvement? Prenons au plus simple, avant de comprendre matière qui s'introduit en troisième terme identique aux deux autres. Image égale mouvement. Il veut dire ceci, une image. Ce n'est pas seulement qu'elle subisse une action d'autres images. Ce n'est pas non plus seulement qu'elle réagisse aux autres images. Elle est strictement identique. Une image est strictement identique aux actions qu'elle subit d'autres images et aux réactions qu'elle opère sur d'autres images. En d'autres termes, l'ensemble des images et l'ensemble des actions et des réactions des choses les unes sur les autres sont strictement la même chose. Il faut se laisser aller, ne demandez pas trop tout de suite des justifications rationnelles, tout ça. Il faut, votre tâche, ce serait presque essayer de trouver la caverne où tout ça est vrai, le monde où c'est vrai. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'une image a, si vous voulez, pour parties élémentaires, qu'est-ce que ce serait les parties d'une image? Eh bien, une image a pour parties élémentaires les actions qu'elle subit de la part d'autres images et les réactions qu'elle opère sur d'autres images. En d'autres termes, une image, c'est un ensemble d'actions et de réactions. Dès lors, il n'y a évidemment aucune différence entre image et mouvement. L'image dans sa nature la plus profonde, c'est cela. C'est ce quelque chose qui subit une action, ce quelque chose qui exerce une réaction. Si bien que le tout des images, ou plutôt l'ensemble, puisque je préférais garder en toute rigueur le mot tout pour tout à fait autre chose, suivant nos séances précédentes, l'ensemble des images, c'est l'ensemble des actions et des réactions qui constituent l'univers. Conséquence immédiate. Même si vous ne le comprenez comme ça, comprenez-le comme ça, axiomatiquement. Je veux dire, Bergson a parfaitement le droit de se donner ce sens du mot image. Avant que vous ayez compris, vous l'acceptez comme définition formelle, même si vous ne comprenez pas encore pourquoi. Conséquence immédiate de cette identité de l'ensemble des images avec l'ensemble des actions et réactions qui composent le monde, savoir une image peut être perçue, et on ne sait même pas encore ce que c'est qu'une image qui est perçue, mais pas forcément. Pas forcément. Une image peut très bien ne pas être perçue. En d'autres termes, ces images, définies comme l'ensemble des actions et réactions constitutives de l'univers, sont des images en soi, qui ne cessent d'agir les unes sur les autres et de réagir les unes sur les autres
là c'est très important ce que Bergson ajoute, sous toutes leurs faces, ou sur toutes leurs faces, ou si vous préférez, ça revient au même, dans toutes leurs parties élémentaires. Un monde d'image en soi qui ne cesse d'agir et de réagir sous toutes ses faces et dans toutes ses parties élémentaires. Voilà ce qu'est l'image-mouvement. Peu importe, dites-moi là-dessus, l'image-mouvement, elle n'existe pas en ce sens. Si vous aviez le mauvais cœur de dire ça, ce serait terrible, mais bon, je ne pose pas la question est-ce que ça existe. Je dis voilà ce que Bergson appelle l'image-mouvement et dont toute l'analyse de l'image-mouvement va dépendre. Vous allez me dire on va bien rencontrer le problème, est-ce que ça existe? Oui, on va le rencontrer, mais pas cette fois. Bon, alors comprenez déjà, mais l'œil, je reprends ma remarque de tout à l'heure. L'œil, c'est quoi? D'accord, l'œil, bon, c'est une image mouvement. Il se définit comment, cette image mouvement? Les excitations, comme toutes les images mouvement. Il reçoit des excitations, d'aussi loin qu'elles viennent, d'aussi loin. Et il y a des réactions. D'après ce que je vois, par exemple, je lève le bras. Je vois une pierre qui m'arrive sur la tête, je fais. C'est une réaction. Ben, l'œil, c'est un système action-réaction, c'est-à-dire c'est une image. C'est une image-mouvement. D'accord, dit Bergson. Le cerveau, ben, c'est une image-mouvement. Vous, votre personnalité, c'est une image-mouvement. Qu'est-ce que vous avez? Vous êtes des images-mouvements. Tout. Bon. S'il y a des choses différentes dans le monde, c'est qu'il y a des types d'images-mouvements différentes. C'est là qu'on en vient à notre problème. Mais vous, comme moi, comme le caillou, comme l'œil, etc. Et alors, comment vous voulez que l'œil conditionne quoi que ce soit? Mais l'image, elle n'a pas attendu l'œil, puisque l'œil, c'est une image parmi d'autres. Mon cerveau, il ne contient pas des images, ça fait beaucoup rire Bergson, l'idée que le cerveau, il contient des images, exactement comme, fera tellement rire Sartre, l'idée que la conscience puisse contenir quelque chose. Il dit, vous vous rendez compte de dire que le cerveau, il contient des images, mais c'est une image. C'est une image-mouvement. Il reçoit des vibrations, il renvoie des vibrations. D'accord, entre les deux, quelque chose se passe. C'est ça le propre d'une image. Elle convertit une image-mouvement, c'est un convertisseur. Ça convertit une action, des ébranlements. Vous me direz, mais il faut quelque chose qui agisse. Non. Ce quelque chose, c'est une image. Une image, ben oui, le monde, il est fait d'ébranlements et de vibrations, d'accord, tout le monde le sait, ça. On dit non, il est fait d'atomes. Non, il n'est pas fait d'atomes. Les atomes, ils peuvent se définir que par les vibrations et les ondes et tout ça, et les actions qu'ils subissent et les réactions qu'ils opèrent. Tout est image-mouvement. Il n'y a que des images-mouvements en soi. Et vous êtes une image-mouvement parmi les autres. Bien plus, chacun de nous, il en est plusieurs d'images-mouvements. Mais ça ne va pas loin, hein? On n'est pas lourd, on ne pèse pas lourd. On est une petite image-mouvement parmi une infinité d'images-mouvements. Voilà. Alors, les images-mouvements, ils n'ont absolument pas besoin ni de mon corps, ni de mon œil, puisque mon corps, mon cerveau, ma conscience, tout ce que j'appelle tout ça, c'est une image-mouvement. Un fois, c'est tout. Là-dessus, dans ce monde universel d'image-mouvement, c'est-à-dire d'action et réaction, comment est-ce que Bergson peut nous annoncer que quelque chose va se distinguer? Bien plus, si j'allais jusqu'au bout là, du bergsonisme, pour en finir, je dirais, les vraies perceptions, c'est pas moi qui les ai. Qui est-ce qui perçoit à ce niveau, si j'en reste à ce stade? Ce qui perçoit, c'est les images-mouvements. Percevoir, ça veut dire quoi? Percevoir, ça ne veut dire qu'une chose. Ça veut dire subir une action. Et même, ça veut dire subir une action et renvoyer une réaction. C'est ça, percevoir. Les choses perçoivent en elles-mêmes et les autres choses. Les choses sont des perceptions.
Dire que c'est des images mouvements, dire que c'est des perceptions, c'est la même chose. Comprenez, car ce serait un contresens catastrophique. Il y a un philosophe dans le temps qui avait dit être, c'est être perçu, il s'appelait Berkeley. Ça n'a aucun rapport, Bergson, avec Berkeley. Car Berkeley voulait dire, les choses sont nos états de conscience. Bergson veut dire juste le contraire. C'est les choses en elles-mêmes qui sont des perceptions. Le grand philosophe Whitehead, lui, disait quelque chose. Il avait un mot, il me semble encore meilleur que perception. Il disait les choses sont des préhensions. Qu'est-ce qu'une chose préhende? Une chose préhende l'ensemble des actions qui s'exercent sur elle. Bon. Il n'y a même plus de problème d'une perception pure. La perception pure, ce n'est pas la perception de quelque chose, c'est la chose elle-même. C'est dans les choses qu'il y a la perception. Le problème de la déduction, c'est comment moi, image spéciale, comment moi, qui ne suis qu'une image parmi les autres, je perçois et je m'attribue de la perception. Nous vivons dans un monde de préhension. Ce n'est pas nous qui préhendons les choses, c'est nous qui sommes une préhension parmi l'infinité des autres préhensions. Bon. Eh bien, écoutez, vous êtes fatigué. Voilà, je reprendrai à partir de ça. Oui, tu voulais dire quelque chose? Mettez une préhension, ça fait rien. Ah, complètement, ça. Là, tu as complètement raison. Ah, complètement. Ça, on en est au point. Oui. Mais fort, parce que... Une seconde, s'il vous plaît. De la sémiotique. Si on ne peut pas tenir, c'est la sémiotique 14. Alors, mais je crois que oui. Oh oui, ça s'arrangera, je crois. Oui. Ah ben j'en reparlerai cette année de Pierce. Oui, 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 oui. D'accord.